1, 2, 3, fight! You win! Donc, bonjour à tous, je m'appelle Pascal Lemairer, je suis développeur, je travaille chez Orange Labs tout près d'ici, dans une équipe qui développe des logiciels de cybersécurité. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler un petit peu de commentaires pendant quelques minutes, et je vais commencer par une citation de Ron Jeffries. Je ne sais pas si vous connaissez Ron Jeffries, c'est l'un des rédacteurs du Manifeste Agile. C'est aussi l'un des créateurs de l'extreme programming avec Ken Beck et Howard Cunningham. Et donc Ron Jeffries a eu cette citation que j'aime beaucoup, où il dit que le code ne nous ment jamais, par contre les commentaires parfois le font. Il y a quelqu'un qui n'est pas forcément d'accord avec Ron Jeffries, en tout cas pas toujours et pas sur ce point-là, c'est Antirez. Alors Antirez, on le connaît surtout sous ce nom-là, son vrai nom c'est Salvatore Sanfilippo, et il est célèbre, on va dire, son fait de gloire c'est d'avoir créé Redis. C'est le développeur derrière Redis depuis 10 ans, donc c'est quelqu'un qui est absolument brillant. Redis c'est un one-man show absolument fantastique, hein, c'est un produit qui est utilisé dans le monde entier maintenant, et son code source est vraiment... très très propre. Et donc Antirez, il y a quelques mois, a publié sur son blog un article assez long dans lequel il détaille la façon dont il commente le code source de Redis. Et il a identifié 9 types de commentaires, certains qu'il juge plutôt positifs, d'autres moins. Et donc lui, il défend l'idée que le code devrait être vraiment fortement commenté, mais évidemment pas n'importe comment. Donc pas n'importe comment parce que même si le code est clair, souvent il manque une info essentielle. Pourquoi est-ce qu'on a choisi cette façon de coder plutôt qu'une autre, hein, qui pourrait peut-être paraître plus naturelle au lecteur? Et un deuxième objectif qu'il a, c'est de faciliter la compréhension du code par le lecteur. Donc ça donne ce genre de choses, hein. Vous voyez un très court extrait du code de source de Redis. Tout ce qui est en vert sont des commentaires, il y en a pas mal. Donc ce qu'il a identifié dans son article, comme je le disais, c'est d'abord des commentaires utiles. Il y en a 6 types d'après lui, 6 différents. Le premier, c'est le plus classique, celui qu'on utilise ou qu'on connaît tous au moins, ce sont les commentaires de fonctions. Et juste un petit sondage très très rapide à main levée, qui met des commentaires à ces fonctions? Ouais, une grande majorité d'entre eux. Donc pour Antirez, c'est une sorte de doc de l'API, ça évite au lecteur de lire le code source en fait, de la fonction. Pour ma part, j'en mets pas forcément. Pas toujours, en tout cas beaucoup moins qu'avant. Il y a 10 ans, je en mettais systématiquement, peut-être même trop. Et depuis, j'ai changé mon fusil d'épaule. Et je préfère, j'ai toujours eu cette attitude d'accorder beaucoup d'importance au nommage des fonctions. Le nom de la fonction, pour moi, doit être très clair. Une fonction ne devrait faire qu'une seule chose, principe de responsabilité unique, auquel on arrive très naturellement quand on fait du TDD, en fait, hein. Et donc, le nom de la fonction devrait décrire très clairement ce qu'elle fait. Et dans ce cas-là, souvent, le commentaire peut devenir superflu, pour peu que les paramètres soient eux aussi explicites. Donc, je n'y suis pas opposé, mais j'en mets beaucoup moins que Antirez, par exemple. Bon, en plus, par rapport à ce qu'il a fait lui, je me suis permis de faire une petite modif, si vous êtes attentif. Vous aurez peut-être remarqué que j'ai viré la fin là, de son commentaire. Il a écrit que c'est un utilitaire pour différentes fonctions d'itération qui sont juste en dessous. Moi, je suis plutôt adepte de la disposition du code dans l'ordre naturel de lecture. La fonction englobante, on va dire, je la mets en haut, et puis en dessous, je mets ses sous-fonctions. Du coup, ce genre de commentaire devient inutile. Voilà. Un deuxième type de commentaire, c'est le commentaire de conception.
Donc là, il va le placer, lui, en début de fichier, et ça va expliquer dedans les solutions qu'il a envisagées, et puis celles qu'il a retenues, et surtout pourquoi il a retenu celle-là. Donc c'est un commentaire qui peut être assez long. Pour ma part, ça me fait un peu peur, moi, ce genre de commentaires. J'ai vraiment peur que ça introduise la dette de documentation. Ce que j'appelle la dette de documentation, c'est la différence entre ce que dit le commentaire et ce que fait vraiment le code. Et ça, j'aime pas du tout parce que quand je lis un commentaire qui est faux, qui me dit « je vais me mettre des idées en tête, je vais croire que ça marche d'une certaine façon » et dans la réalité, c'est pas du tout le cas. Donc je trouve ça assez dangereux. C'est pour ça que ce genre de commentaire, je pense qu'à part quelques cas bien spécifiques où il y a eu un gros travail peut-être pour arriver à designer cette classe, ce fichier, etc., un travail vraiment inhabituel. En dehors de ce cas-là, moi je les déconseillerais plutôt. Un autre type de commentaire qu'affectionne Salvatore Sanfilippo, c'est ce qu'il appelle les commentaires de raison, les why comments. Pourquoi le code fait une certaine chose. Et lui, il en met même si le code est parfaitement clair. Il estime que ainsi, ça va permettre à un développeur qui modifierait ce code d'avoir tous les éléments importants pour tous les éléments de contexte. Je me dis que c'est sans doute pas une mauvaise idée, même si personnellement je le fais pas souvent, ce genre de choses. Exprimer son intention, que ce soit à travers du code ou des commentaires, c'est toujours une bonne idée pour un développeur. Là encore, je vais préférer, moi, l'exprimer à travers du code plutôt qu'à travers des commentaires, mais bon, sur le fond, ça me paraît être une bonne idée. Quelque chose qui est beaucoup plus surprenant, c'est ce qu'il appelle, lui, les teacher comments, des commentaires d'enseignement, je traduis ça comme ça. Dans ces commentaires-là, il va donner les bases théoriques nécessaires à la compréhension de ce que fait le code. Donc là, par exemple, il rappelle quelques bases de géométrie. Je me suis dit, je ne suis pas allé vérifier, mais si ça se trouve, c'est pour les fonctions de géolocalisation de Redis ou quelque chose comme ça. Donc son idée, c'est de dire que ça va permettre, là encore, à plus de monde de comprendre ce que fait le code. Ça va le rendre plus accessible, plus facile à apprendre. Bon, là, clairement, moi, je trouve que c'est du bavardage inutile. Je suis absolument pas d'accord avec lui. À la limite, un lien vers la page Wikipédia ou un truc comme ça, pourquoi pas. Mais je mettrai jamais ce genre de truc dans mon code. Juste un petit sondage très très rapide, là. Qui pense qu'il faudrait mettre ce genre de commentaires? Allez, une petite dizaine, là. Ouais, c'est une minorité d'entre vous, quand même. Mais ça montre bien qu'on n'est pas tous d'accord. Un autre type de commentaire qu'affectionne Salvatore Sanfilippo, en tout cas qu'il recommande, c'est ce qu'il appelle les commentaires de checklist. Il explique que dans certains cas, on ne peut pas, pour des raisons techniques, regrouper tout ce qui concerne un concept unique, le regrouper dans un seul fichier ou une seule classe, un truc comme ça. Et dans ce cas-là, on va indiquer, à l'aide d'un commentaire, tiens, si tu modifies cette fonction-là, il faudrait aussi penser à aller changer telle autre fonction dans tel autre fichier parce que les deux sont liés. Pour ma part, moi, c'est un warning pour moi, c'est un avertissement. J'ai peur que ce soit le symptôme d'un problème de conception. Donc ça devrait être déjà mettre la puce à l'oreille, peut-être voir est-ce que, avant de mettre ce commentaire-là, est-ce que je peux pas revoir ma conception pour éviter ça? Évidemment, si c'est pas possible, là, je partage son avis, il faudrait mettre le commentaire. Mais vraiment, il faut se poser la question de est-ce que je pourrais pas faire autrement? Est-ce qu'il n'y avait pas une façon... est-ce que c'est pas indicateur, tout simplement, d'un défaut dans ma conception? Un autre type de commentaire qui abonde dans le code de Redis, c'est ce qu'il appelle les guide comments, les commentaires de guidage. Donc là, c'est un truc qu'on connaît tous. Chaque section du code est précédée d'un petit commentaire qui explique ce qu'elle fait. Et là, le but, le seul et l'unique, c'est de faciliter la lecture de ce code par quelqu'un qui viendrait le découvrir.
Bon, vous commencez à voir comment je fonctionne. J'imagine que vous ne serez pas surpris si je vous dis que je ne suis pas du tout fan de ce genre de commentaires. Bien au contraire. Alors là, moi, au contraire, je les vire, ceux-là. Je préfère dire, chacune de ces portions de code, là, tu les mets dans une fonction. Et puis ton commentaire, ça va être un très bon indicateur pour dire quel va être le nom de la fonction. Et du coup, moi, je me retrouverai avec ça, plus 3 sous-fonctions derrière, chacune étant très courte, elle fait 3 lignes peut-être, mais ça, c'est pas un problème. En plus, ça va rendre le code bien plus simple à tester. Donc, sur ce point-là, je ne suis pas du tout d'accord avec lui. Il y a 3 autres types de commentaires qu'il a identifiés et que lui déconseille. Le premier, c'est ce qu'il a appelé des commentaires triviaux. Donc là, bon, je pense qu'on va tous être à peu près d'accord là-dessus. L'effort nécessaire pour lire le code est identique à celui nécessaire pour lire le commentaire. Ou c'est peut-être même pire dans ce cas-là, c'est plus long de lire le commentaire que le code. Donc franchement, je suis en parfait accord avec lui. Ceux-là, j'en voudrais pas non plus. Ensuite, il y a ce qu'il a appelé des commentaires de dette technique. Commentaires de dette technique, ça va être les to-do, fix me et autres abréviations, triple X, etc. Ou l'indication de tiens, ça c'est un hack, un contournement et tout. Donc lui, il considère qu'on ne devrait pas avoir ce type de commentaire-là, que le commentaire de conception placé en tête de fichier devrait suffire à expliquer les choix qu'on a faits, ceux qu'on n'a pas retenus, etc. Bon, je ne suis pas vraiment d'accord avec lui, là non plus. Moi, ça ne me dérange pas trop d'avoir des to-do à une condition, c'est de leur faire la chasse ensuite. Donc c'est quelque chose que je fais personnellement, c'est quelque chose qu'on fait dans l'équipe où je suis. On évite déjà, dans un premier temps, à mettre des to-do pendant qu'on est en train de développer une nouvelle fonctionnalité. Voilà, j'ai ajouté ça dans la structure de données, il faut que je pense à coder la fonction qui permettra de l'enlever. Bon, c'est un aide-mémoire pour moi, je vais peut-être le faire que le lendemain ou un truc comme ça, mais en tout cas, ça passera pas, ça sera pas commité normalement, sauf erreur de ma part. Ou si jamais je le commit, ça passera pas la phase de relecture. Mes collègues me diront tiens, t'as oublié ça. Après, quelquefois, il y a des choses qu'on n'a vraiment pas le temps de faire. Même si dans un monde parfait, idéal et tout, on aimerait. Et on va faire ça. Alors, ce qu'on a choisi dans notre équipe, c'est de dire, tiens, on va plutôt faire une anomalie, une user story, etc. Mais pourquoi pas. Et puis, de temps en temps, on voit qu'on s'est relâché un petit peu, on a pas mal de to-do dans le code, 10, 12, 15, on s'arrête, on pose le crayon et on se concentre, on fait que ça, on en élimine un maximum pour qu'il n'y en ait quasiment plus dans le code. Donc voilà, moi je suis pas forcément contre, mais évidemment, il ne faut pas que ça devienne, permanent. Un dernier type de commentaire qu'il a identifié, donc celui-là, c'est assez connu, hein, c'est je commente un peu de code parce que peut-être plus tard je vais en avoir besoin, etc. Bon, ok. Pour moi, c'est juste qu'il faudrait aller faire une formation à Git dans ce cas-là. Voilà. Ça devrait même pas exister ce genre de truc, ouais. C'est du code mort. Donc, en conclusion, je dirais que tout ce que je viens de vous raconter, finalement, ça n'a pas tellement d'intérêt. On s'en fout. Ce qui compte, c'est la discussion que vous allez avoir avec votre équipe. Ce que je vous propose, c'est que vous repreniez les slides, je vous ai mis l'URL derrière, il y a une version non chartée orange à cette URL. Vous enlevez mon avis, vous virez tous les slides où je donne mon avis et vous mettez le vôtre à la place. Et après, vous prenez ces slides et vous les présentez à votre équipe et vous discutez avec eux. Je l'ai déjà fait 3 fois avec 3 groupes de personnes différents. Alors, évidemment, il faut prévoir plus d'1 quart d'heure, parce que tout de suite, ça dure une demi-heure, voire 3 quarts d'heure. Et ça, c'est avec un petit groupe de personnes. Hein. Donc, vous allez voir, à chaque fois, les avis peuvent être très, très partagés. La première fois que je l'ai fait, c'était pendant un meet-up, il y avait un copain qui était là, Benoît, et je me suis rendu compte qu'on avait des avis, mais juste diamétralement opposés. Voilà. Et donc je l'ai fait aussi, c'est par là que j'ai commencé, dans mon équipe de dev de tous les jours. Et l'équipe, en fait, elle a évolué au fil du temps. On a démarré, on était 3. Maintenant, il y a 8 développeurs. Il y en a qui sont arrivés en cours de route. Donc il a fallu,
Les pratiques qu'on avait au départ convenaient pas forcément à tout le monde au moment où on a fait cette presse, quelques mois plus tard. Et donc, on a fait évoluer nos pratiques suite à cette discussion. Donc, c'est juste un support de discussion, et c'est cette discussion qui est le plus intéressant, qui a le plus de valeur. Donc, je vous invite vraiment à l'avoir au sein de vos équipes. Voilà, je vous remercie de votre attention.